Je vous remercie tous d'être venus. Bienvenue à Alliance Sud pour cette soirée sur le tourisme humanitaire avec nos trois intervenants. Donc, avant de commencer, j'aimerais peut-être juste dire 2-3 mots sur Alliance Sud, puisque peut-être certaines personnes ne connaissent pas, même certainement. Donc, Alliance Sud, c'est une organisation qui a été fondée par les principales œuvres humanitaires suisses, comme Helvetas, Caritas, Pain pour le Prochain, Suicide, Les Pères et quelques autres, pour deux choses. D'une part, faire un travail politique d'influence sur les lois en Suisse qui ont un impact sur les pays du Sud, par exemple par des initiatives ou des motions au Parlement. Et d'autre part, c'est ce qu'on fait ici, vous êtes dans le centre de documentation qui s'appelle Infodoc, c'est du travail d'information au grand public, donc aux écoles, aux enseignants, aux enseignants ou à n'importe qui s'intéresse à tous les sujets qui touchent aux grands enjeux mondiaux, comme on les appelle. C'est-à-dire, ça peut être l'économie, la santé, l'environnement, le travail, le transport, etc. Donc, on est ouvert toute la semaine, des jours ouvrables, et on fonctionne un peu comme une bibliothèque, sauf qu'on a une documentation de presse avant tout. On a vraiment notre spécificité, c'est d'être sur l'actualité. Et si vous avez un intérêt sur un de ces thèmes ou sur un pays en particulier, parce qu'on a aussi 10 ans d'archives de presse sur tous les pays du monde, vous pouvez venir, nous on vous aide, on fait aussi de la recherche sur demande, et vous pouvez photocopier tout ce que vous voulez, repartir avec. Donc voilà, on est un centre public, comme ça vous êtes au courant. Maintenant on va donc passer à ce pourquoi vous êtes venus. Donc le titre de la soirée, Tourisme humanitaire, une contradiction. Depuis quelques années, il y a quand même quelques questionnements sur l'envoi de volontaires dans les pays dans lesquels il y a des projets faits par les ONG. Alors c'est le but ce soir de comprendre un peu quels sont les aspects positifs, négatifs, quel est le danger il y a pour nous, pour les gens qui reçoivent, et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de ne pas avoir d'aspect néfaste sur qui que ce soit. Donc pour ça, on a donc trois personnes qui nous ont fait le plaisir de venir. Je remercie déjà ces trois personnes qui vont chacune présenter une vingtaine de minutes leur sujet. Donc Philippe Randin de Nouvelle Planète. Nouvelle Planète qui est une ONG qui a fêté ses 30 ans, je crois, qui fait énormément de projets de développement, de construction d'écoles ou d'autres, enfin vous direz peut-être vous-même quelques mots là-dessus, et qui envoie donc plusieurs camps de jeunes et de seniors par année sur ces projets de développement. Ensuite, Emmanuel Werner de Friends International, qui est en Suisse, présente maintenant depuis 3 ans à Genève, et qui fait un travail de sensibilisation, en tout cas d'information sur tous les aspects pour la protection de l'enfance dans les divers pays du monde. Vous le direz peut-être mieux que moi après. Voilà, donc pour protéger les enfants contre toute forme d'abus, comme j'ai pu lire sur votre site. Voilà. Donc en fait sur ces deux premières parties, on a mis quelques idées. C'est que d'abord se rendre compte qu'est-ce qui se passe, enfin qu'est-ce que c'est d'envoyer des jeunes ou des gens sur des projets dans le Sud. En deuxième partie, de voir quels peuvent être les dangers et les réactions pour éviter les problèmes. Et en troisième partie, Isabelle Lejeune de Tourism for Help, qui fait dans son association un travail de développement touristique, donc pour développer un tourisme responsable dans plusieurs pays du monde, et qui n'envoie pas directement de gens comme volontaires dans le pays, mais qui a aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est de voyager de manière responsable, parce que c'est souvent une volonté pour ces gens qui partent sur des projets de voir autre chose que de juste aller sur la plage. Donc c'est aussi une alternative peut-être là, on nous en dira plus. Donc on a ces trois interventions et une partie très importante ensuite à un débat avec une discussion en tout cas à laquelle vous pourrez tous participer, et on espère qu'il sera riche et qu'on en sorte tous à la fin plus intelligents qu'au début. Donc voilà, avant de commencer, je voulais juste vous informer que sur la table à l'entrée, on a fait une sélection d'articles, puisque c'est notre spécificité, centre de documentation avec de la presse sur le sujet. Donc il y a 7 ou 8 articles qui sont dupliqués, vous pouvez les prendre.
Il y a aussi notre programme parce que en fait, voilà, on fait aussi, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, des conférences et des événements. On aura notamment en octobre une exposition aussi sur le tourisme qu'on appelait tourisme, je t'aime moi non plus, et d'autres conférences encore à venir. Donc profitez-en. Et des livres également de la librairie Bassa qui est présente aujourd'hui avec des livres sur le sujet. Voilà. Je laisse la parole à M. Randin qui va débuter. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être venus comme ça si nombreux. Merci aussi à Alliance Sud d'avoir organisé cette présentation, cette conférence. Donc je vais vous présenter Nouvelle Planète, ce qu'on fait, également les voyages d'entraide qu'on met en place qui concernent cette soirée. Donc Nouvelle Planète, comme on l'a dit, a fêté l'année passée ses 30 ans. Et pour nos 30 ans, on a fait quelque chose d'assez original qu'on sait faire. C'est qu'on a organisé un voyage d'entraide avec des personnalités suisses. Il y avait 3 conseillers nationaux, enfin des gens du sport, de la presse, etc. qui sont partis pendant une semaine au Sénégal. Je reviendrai après sur cette manière de voyager qu'on propose. Donc nous, on est une fondation, on est basé à Lausanne. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des frais administratifs le plus limités possible. Donc on arrive à les limiter à moins de 8% du total des entrées. Et ça, c'est grâce à de nombreux bénévoles qui nous aident, y compris les participants à nos voyages d'entraide, aussi des bénévoles dans des groupes d'action à Genève, en Valais, dans le Jura, etc., qui font des démarches pour nous, qui tiennent des stands, qui nous font connaître. Ce qui est très important également pour nous, c'est de viser la qualité et l'efficience de nos actions, autant des projets au sud que de nos actions en Suisse, au niveau communication, etc. Et puis, neutralité confessionnelle, c'est-à-dire qu'on est ouvert à toutes les religions, on travaille avec des partenaires au sud, peu importe à quelle religion, à quelle croyance ils font partie. Donc on a, peut-être vous l'avez déjà compris, 2 grands axes d'action. Un premier axe, ça concerne les projets d'entraide dans les pays du Sud. C'est notre premier axe, c'est-à-dire qu'on essaie d'améliorer la situation de populations défavorisées avec un aspect important pour nous qui est un aspect lié à l'environnement. Et puis un deuxième axe, c'est pour essayer de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle entre le Nord et le Sud. Et ça, c'est un axe de voyage d'entraide qu'on organise maintenant depuis 30 ans. Je commence quand même par 2-3 mots qui concernent les projets. Ça vous permet de mieux comprendre aussi ce qu'on fait d'une manière générale. Et puis je prendrai un peu plus de temps sur les voyages d'entraide. Donc comme je vous ai dit, pour nous, la priorité, c'est les projets d'entraide qu'on soutient au Sud. Ce qui nous différencie d'autres organisations, c'est notre méthode de travail par rapport à ça. Ce qui est important pour nous, c'est de soutenir des initiatives locales, c'est-à-dire de répondre à des demandes locales de bénéficiaires au Sud. Ça paraît assez évident, puis je pense que tout le monde dit la même chose, mais pour nous, c'est vraiment une priorité et c'est vraiment quelque chose d'essentiel que de répondre à ces demandes locales et à des besoins locaux. Et pour être sûr que ces demandes correspondent à des besoins, on travaille avec des structures locales autonomes qui sont indépendantes des projets, qui jouent le rôle d'équipe de coordination sur place et qui connaissent, c'est des gens du pays, donc ils connaissent très bien leur pays et ils peuvent faire des liens entre les bénéficiaires qui sont dans des zones rurales et nous-mêmes en Suisse. Donc voilà, ces équipes de coordination locale, c'est le centre de notre action, c'est des professionnels, ils ont souvent une expérience de long terme sur le sujet, ils ont fait des études aussi en lien avec ces aspects-là, etc. Et lié à ces projets, lié aussi à la qualité des projets, c'est très important qu'on vise une autonomie et puis du coup il y a un suivi qui est organisé pour être sûr que les projets, même une fois terminés, puissent encore être utiles, être bien utilisés, bien fonctionner. Et du coup il y a toute une organisation mise en place pour ce suivi sur le long terme. Donc c'est l'approche du bas vers le haut, je passe rapidement, c'est les besoins qui sont exprimés par la population locale, ça passe par ces équipes de coordination locale, il y a beaucoup d'allers-retours entre l'équipe locale de coordination et les bénéficiaires, et puis ensuite les projets nous sont soumis, avec notre expérience on pose aussi beaucoup de questions, on évalue, etc.
Et puis si c'est approuvé de notre part, le projet peut être mis en place avec le contrôle de l'équipe de coordination locale. Et puis ensuite tout le suivi qui est aussi organisé une fois que le projet est fini. En règle générale, on soutient des projets qui se terminent relativement vite, en 1 année, 2 ans, maximum 3 ans. Ensuite, le projet il doit être autonome et il doit pouvoir rouler tout seul. Comme je vous ai dit, on travaille beaucoup dans les zones rurales, dans des petits villages, dans des zones particulièrement défavorisées des pays dans lesquels on est actif. Du coup, les projets qu'on touche, ça touche beaucoup le monde rural, c'est-à-dire en premier lieu l'agriculture. Alors ça peut être des projets soit directement liés à l'agriculture, comme de l'irrigation ou carrément la mise en place de jardins, de maraîchage, etc. Ou alors des projets d'ateliers de transformation agricole, par exemple pour décortiquer le riz, pour fabriquer de l'huile à partir de fruits, etc. Souvent en lien avec des groupements féminins qui gèrent ces projets, qui sont des projets générateurs de revenus dans ces villages. Un aspect important aussi dans les villages dans lesquels on est actif, c'est l'eau, que ce soit l'eau d'irrigation ou l'eau de boisson, avec des projets de puits, de forage, de châteaux d'eau, également d'adduction d'eau gravitaire dans plusieurs pays. L'environnement pour nous, c'est un axe transversal, ça veut dire que dans beaucoup de pays et sur la plupart des projets, on a un aspect qui touche l'environnement. Même si c'est un projet d'éducation, il y aura un aspect de planter des arbres, de sensibiliser les élèves au reboisement, aux arbres, etc. Et puis après, on a des projets qui touchent en plein l'environnement, par exemple en Amazonie, en collaboration avec les populations indigènes indiennes, et pour protéger la forêt. Et puis d'autres projets qui touchent les technologies appropriées, par exemple l'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique, ou bien alors des projets de biogaz au Vietnam, par exemple, qui fonctionnent très bien. L'éducation, c'est aussi presque transversal, c'est dans beaucoup d'aspects, de beaucoup de demandes, il y a des liens avec l'éducation, que ce soit l'éducation primaire, basique pour les enfants. Surtout, là, on intervient avec des mises en place d'écoles primaires, avec l'enseignement primaire, etc. Et puis également des formations en gestion, etc. qui interviennent. Puis pour finir, la santé, on intervient un petit peu dans ce domaine-là, mais c'est moins important pour nous, c'est souvent en lien avec des petites cases de santé, toujours villageoises, donc c'est assez restreint. Voilà les différents pays dans lesquels on est actif, il y en a 9. Ça va du Pérou en Amazonie, en passant par pas mal de pays en Afrique, pays d'Afrique de l'Ouest, également Afrique centrale avec l'Ouganda et le Cameroun, Madagascar, et puis en Asie, le Vietnam, et puis la Birmanie, Myanmar. Quelques chiffres globalement sur Nouvelle Planète. On est 6 personnes à travailler, 5 à Lausanne et 1 personne à Port-Entruy qui s'occupe de l'Amazonie. On soutient à peu près 30 à 40 projets par année, 34 en 2016. On a un budget entre 3 et 4 millions de francs suisses, des groupes d'action régionaux, un journal que vous trouvez à la sortie qui est distribué en français et en allemand, qui permet aussi de récolter des fonds auprès des privés, des familles, etc. Donc voilà l'aspect projet. Maintenant l'aspect des voyages d'entraide qui a pris pas mal d'ampleur. Donc comme je vous ai dit, ça fait aussi 30 ans ou même plus de 30 ans qu'on organise ces voyages d'entraide. Avant on les appelait des camps. Maintenant c'est passé, on a changé de nom. On parlait tout à l'heure de l'importance des noms et des appellations. Donc maintenant on appelle ça des voyages d'entraide. On a des voyages d'entraide pour des jeunes. C'est-à-dire qu'on forme des groupes à partir d'inscriptions individuelles de personnes qui s'annoncent à nous, que ce soit pour des jeunes d'une part et puis également pour des adultes seniors d'autre part. On a aussi pas mal de groupes déjà constitués. C'est par exemple des classes d'école, c'est par exemple des groupes scouts, des groupes de paroisse, des groupes d'amis, etc., des groupes d'entreprises qui nous contactent en tant que groupe et qui partent avec nous. On organise des voyages spécifiques pour eux. D'ailleurs, hier, il y a un centre spécialisé du LOC qui est revenu d'un voyage de 3 semaines à Madagascar. Puis voyage découverte, ça c'est un peu spécial, c'est un peu plus touristique en lien avec les visites de nos projets dans les différents pays. Le but pour nous de ces voyages d'entraide, c'est d'abord de permettre à des gens d'ici de découvrir le mode de vie de la population locale, de partager avec cette population le quotidien, le vécu local,
Et puis, tout ça se fait en lien avec la réalisation d'un projet d'entraide. Donc, ça peut être, comme je vous ai présenté tout à l'heure, soit la réalisation de classes d'école, soit la mise en place de jardins, de puits, d'ateliers villageois, etc. Les conditions de participation pour les personnes qui s'inscrivent sont très souples, très larges. Ce qui est important, c'est pour chacun d'être prêt à vivre en groupe. Donc il s'agit bien de groupes à partir de 10 personnes pendant 2 à 3 semaines sur place, dans des conditions pas toujours faciles, mais dans un village. Et puis ce qui est particulièrement important, c'est de participer à une préparation qu'on organise avant le départ et qui dure au moins 6 mois. Souvent en lien avec les écoles, c'est toute l'année scolaire, mais au moins 6 mois, il y a cette préparation qui est organisée. Et puis forcément, quand on voyage dans des pays et dans des conditions comme on le fait, l'aspect santé physique, santé psychique, c'est aussi particulièrement important. Alors par rapport à la préparation en Suisse, donc comme je vous ai dit, c'est un aspect qui est très important pour nous, qui dure au moins 6 mois. On a 3 buts principaux à cette préparation. Le premier, c'est l'information sur le pays, la situation locale, mais aussi tout ce qui concerne la manière de voyager, le voyage en tant que tel, et la préparation au voyage. Donc là, on a des réunions avec les groupes, des séances de formation ou d'information, etc. Un aspect aussi qui est très important, peut-être ça vous parlera moins, mais c'est de créer une bonne ambiance dans le groupe, parce que souvent, dans des conditions pas si évidentes que ça, s'il y a des tensions entre les personnes, souvent c'est ça qui fait qu'un voyage peut ne pas donner des bons résultats. Donc ça se travaille aussi pendant la préparation. Il faut que chacun puisse communiquer facilement avec son collègue, etc. Donc c'est aussi un but important pour nous. Et puis un troisième but qui prend souvent pas mal d'énergie, c'est de la recherche de fonds. Chaque participant, plutôt dans le cadre des groupes, les participants sont amenés à récolter des fonds pour une partie de la réalisation du projet sur lequel ils vont. Donc ça, c'est un aspect important. Ce que je n'ai pas dit, c'est que chaque personne paye en plus tous les frais de voyage, c'est-à-dire billets d'avion et les frais sur place de sa poche. À peu de choses près. Je ne vais pas aller dans les détails. Nous, notre manière d'organiser ça, c'est de donner pas mal d'autonomie aux groupes. Donc, les groupes sont autonomes, ils gèrent leur préparation un peu comme ils l'entendent. Nous, on donne le cadre. On a une personne de référence de Nouvelle Planète qui suit chaque groupe, qui va à certaines réunions, qui fait les formations, qui anime certaines journées en fonction de cahiers des charges qui sont nommés. Et puis, il y a des ateliers aussi qui sont proposés. On a une journée où tous les participants de tous nos groupes sont réunis, peuvent suivre des ateliers d'information sur pas mal de sujets liés soit à la communication, soit aux relations nord-sud, etc. Sur place, vous l'avez deviné, donc le groupe est accueilli en fait par les bénéficiaires dans le cadre des projets. Comme j'ai dit avant, on commence d'abord par décider quel projet on soutient. Et ensuite, on regarde avec nos équipes locales sur quel projet, dans quel village c'est judicieux éventuellement de mettre ou d'envoyer un groupe. Ça veut dire qu'il y a pas mal de projets qui sont réalisés sans qu'il y ait sur place des groupes. Et par exemple, les projets qu'on a en Amazonie, il n'y a jamais de groupe suisse qui va sur place parce que pour plusieurs raisons, ce n'est pas possible. Les groupes, ils sont accueillis sur place. Les logements sont faits à la mode des villageois, donc c'est assez spartiate. Nous, on intervient quand même pour être sûr que ce soit passable au minimum. Et puis, il y a pas mal d'activités qui sont développées en lien avec les villageois, d'une part en lien avec le projet et d'autre part en lien avec ce qu'on trouve dans le village. Ce qui est important pour nous, c'est que ces activités, elles restent symboliques. Ça veut dire que ce n'est pas le groupe suisse qui va faire le projet, ce n'est pas son projet, ça reste le projet des gens sur place. Puis bien sûr, il y a l'aspect échange avec les gens sur place qui est important. Et pour ça, il y a aussi un groupe qui est mobilisé dans le village. Donc sur place, en fait, le groupe suisse devient un grand groupe avec un groupe local.
Voilà, pour nous, ce qui est important dans la manière de mettre en place ces voyages, c'est d'abord qu'il y a un seul groupe ou un seul voyage par village. Donc on essaye de ne pas faire en sorte qu'il y ait des habitudes qui se prennent, qu'il y ait par exemple chaque année un groupe qui aille dans le même village, etc. Donc c'est une expérience unique pour les gens sur place qui peut avoir lieu qu'une fois. Chaque projet est aussi limité dans le temps. Ça veut dire que pour nous, c'est un aspect important que le projet il se termine et ensuite on s'en retire. Et c'est aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, ça évite aussi qu'il y ait des groupes suisses qui amènent chaque fois de l'argent sur un projet pour faire fonctionner ce projet. Nous, ce n'est pas le but, il n'y a pas du tout d'aspect de fonctionnement, donc on ne prend pas en charge aucun fonctionnement de projet local pour pas qu'il y ait de dépendance non plus de la part des bénéficiaires sur place. Et puis, un aspect important, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que les projets étaient demandés par les bénéficiaires, les voyages aussi, ça veut dire que si tout à coup on fait un projet et qu'il n'y a pas de camp, c'est vraiment pas un problème pour nous. Souvent, les gens sur place, ils apprennent que dans un autre village, il y a eu un voyage, etc. Donc souvent, en plus du projet, ils ont envie qu'il y ait des jeunes, des Suisses ou comme ça, des gens qui viennent vers eux, c'est un aspect aussi important. Et puis, les bénéficiaires y participent autant à la réalisation du projet qu'à l'accueil des participants. Alors, un peu par rapport aux impacts, nous, ce qu'on voit, c'est que au sud, si on prend les bénéficiaires, comme je dis, souvent, il y a une forte demande. Donc, il y a vraiment un plaisir, ça paraît un peu facile à dire comme ça, mais il y a un plaisir de la part des bénéficiaires locaux d'accueillir des groupes du Nord. C'est des groupes qui restent 3 semaines dans le village, donc c'est juste assez unique pour eux d'accueillir des Blancs comme ça, souvent aussi longtemps que ça. Et souvent, ils nous disent que ça les valorise beaucoup, donc c'est un aspect très important. Moi, par exemple, nous, en visite après des projets, j'ai vu des gens qui nous disaient on n'en revenait pas que les Suisses nous aient dit que c'était beau chez nous. On n'aurait jamais cru qu'ils traversent le monde pour nous dire ça. Maintenant, on regarde notre village différemment. C'est des choses intéressantes. Donc, il y a cet aspect de valorisation qui revient souvent par les populations locales. Ensuite, c'est clair que pour les gens sur place, il y a tout l'aspect projet pour nous qui est réalisé. Donc, c'est ce qu'ils voulaient en premier. C'est des projets qui sont réalisés en fonction de leurs demandes pour eux, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect super important. Et puis également les échanges, les contacts positifs, c'est souvent quelque chose qui revient aussi dans ce que les gens sur place nous disent. Après, il y a aussi beaucoup, pour nous surtout, des impacts au nord. D'abord au niveau de la préparation, je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand on organise ces groupes, par exemple l'année passée on en avait 19, donc ça fait à peu près 200 personnes qui partent. Forcément, pendant les 6 mois de préparation, ils parlent de cette expérience à leurs amis, à leurs familles, ils vont sur des marchés, ils parlent au public, etc. Donc c'est une mobilisation pour le Sud, ça permet de parler de sujets liés au projet. Ça peut être l'agriculture, l'irrigation, l'eau, les technologies, etc. Et puis c'est aussi par rapport aux relations nord-sud d'une manière générale. Après, il y a un aspect forcément de formation des participants, d'ouverture d'esprit. Souvent, surtout avec les jeunes, il y a tout l'aspect de travail en groupe, de travailler sur des dossiers, etc., qui est assez intéressant aussi, qui est relevé par les participants au retour. Et puis, bien sûr, qu'il y a un aspect récolte de fonds qui est assez incroyable pour les projets. Nous, le fait d'organiser ces groupes, ça permet à peu près en moyenne, les groupes récoltent passer 10 000 francs par groupe, donc c'est vite pas mal d'argent qui peut être investi pour la réalisation de projets. Et puis pour nous aussi, ça nous permet, au-delà de l'aspect financier, de nous faire connaître. C'est aussi pour ça qu'on peut avoir des frais administratifs comme ça limités. Tout ce qui est information, tout ce qui est promotion publique, ça se fait par le bouche à oreille, ça se fait sur des marchés, donc c'est bénévole. Et puis par rapport au Sud, je pense que, d'après ce qu'on voit, quand les jeunes reviennent, ils sont marqués, c'est la première chose. Donc il y a un impact qui est fort, souvent une image plus juste de la réalité locale. On a des personnes qui nous disent, là on vient par exemple de lancer les groupes qui auront lieu cet automne,
Il y a des gens qui nous disent, moi j'ai toujours rêvé de voyager en Afrique, mais j'ose pas, donc finalement votre solution me semble assez intéressante. Ces gens-là, quand ils reviennent, ben voilà, ils ont découvert finalement que d'aller dans un endroit, dans un pays, ça peut être le Sénégal, le Burkina Faso ou comme ça, ben c'est pas si terrible que ça, qu'on arrive à y survivre, contrairement à des fois ce qu'ils pourraient croire avant de partir, en tout cas au niveau risque, c'est souvent quelque chose qui est considérable pour certaines personnes en fonction de certains pays. Ce qui est aussi assez impressionnant, c'est de voir au retour la mobilisation qui continue. Il y a beaucoup de participants qui continuent à vouloir s'impliquer dans soit des ONG, soit des relations nord-sud. On a une image ici d'un ancien participant. Donc voilà, il y a pas mal d'associations qui sont créées aussi avec d'anciens participants, etc. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'au retour, souvent, il y a une réflexion sur soi-même et sur notre manière de vivre ici. Ça, je pense que c'est peut-être le principal. Beaucoup de jeunes qui nous disent « Maintenant, je me rends compte quand j'ouvre le robinet que c'est une chance que l'eau coule du robinet. » Ça, c'est des petites choses. C'est souvent un peu passager, mais je pense que ça marque aussi sur le long terme. Alors bon, on a essayé de mettre quelques limites pour un peu encourager ensuite le débat. Je pense qu'au niveau peut-être limite, c'est que finalement les gens qui s'engagent avec nous, c'est déjà des convaincus. Donc on a quand même de la peine d'une manière générale à toucher des gens qui sont peut-être opposés ou qui n'ont pas envie de s'engager par rapport à l'étranger d'une manière générale. Et puis ce qui est sûr, c'est que même si on fait une préparation de 6 mois avec un but, c'est quand même de faire prendre conscience aux participants qu'on est bourré de stéréotypes et puis qu'il faut prendre du recul par rapport à ça et faire attention. On remarque quand même que sur certaines personnes, ces stéréotypes, c'est vraiment tenace et puis souvent, c'est pas forcément évident de les lâcher. Donc ça, c'est un travail assez difficile, on s'y efforce, mais ça a des limites. Et puis nous, on a aussi des limites, ça c'est plus concret, c'est qu'on a beaucoup de demandes de participants pour certaines destinations et que nous, on a envie de mettre l'accent plutôt sur d'autres destinations. Donc voilà, on a forcément cette offre et cette demande. Alors nous, comme on est à but non lucratif, c'est pas important pour nous qu'on doive dire non à certains groupes qui veulent aller, là pour rien vous cacher, c'est beaucoup l'Asie qui est demandée, alors que les besoins sont plus importants à nos yeux dans certains pays ou dans certaines régions d'Afrique. Donc là, voilà, c'est comme ça, on doit dire non à des groupes qui veulent aller en Asie. Et puis il y a certaines possibilités qui sont offertes en Afrique où il n'y a pas de voyage. Puis pour finir, je vous ai mis quelques témoignages d'anciens participants. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à lire, peut-être je vous les lis vite. Donc, puis ça reflète assez des différents types de participants qu'on peut avoir. Il y a par exemple Larissa, 21 ans, qui dit « Grâce à l'échange avec les villageois, j'ai remis en question mes préjugés sur l'Afrique. » Ensuite, là, un professeur de l'EPFL qui est parti avec nous dans un groupe qui dit « Un voyage extraordinaire, à la fois hors du temps et tellement dans le temps. Prendre du temps pour l'essentiel, palabrer, commenter, danser, contribuer à un projet utile, comprendre un peu mieux l'Afrique. » Dernier témoignage d'un journaliste. « Je retire de cette expérience la capacité qu'ont des hommes et des femmes de cultures, d'origines et de niveaux sociaux différents de pouvoir échanger, donner et recevoir. L'espoir d'un monde meilleur basé sur des solidarités réciproques devient tangible. » Voilà, je vous remercie et je passe la parole. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci effectivement à Alliance InfoSud pour l'invitation et l'opportunité de pouvoir échanger avec vous ici ce soir. Je m'appelle Emmanuelle Werner, je suis la directrice du bureau suisse de Friends International. Friends, je vais vous expliquer en 2 mots Friends International et le mouvement Child Safe. Donc Friends International, on est une ONG de protection de l'enfance qui est basée au Cambodge. Ça fait 23 ans qu'on existe. Et notre travail principal, c'est de travailler avec des enfants et des jeunes très marginalisés
leur famille, leur communauté, et d'essayer de permettre à toutes ces personnes de se remettre sur des rails et de devenir des acteurs productifs de leur pays. Je pense que ce qui est vraiment au cœur de la philosophie de Friends International et puis qui est très très imprimé dans notre ADN, c'est que pour pouvoir aider un enfant, puisque c'est quand même notre mandat principal, enfin, un enfant n'est pas un électron libre. Un enfant appartient à quelque part. Il a des racines quelque part, il a une famille, il a une communauté. Et pour pouvoir aider cet enfant, c'est très important de s'asseoir avec les personnes qui l'entourent et voir comment on peut aider à tirer tout le monde vers le haut. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les petits, on va travailler vers de la réintégration scolaire, aider les enfants en âge d'aller à l'école, d'aller à l'école ou bien de réintégrer pour ceux qui ont décroché. Mais pour pouvoir faire ça, il faut vraiment s'asseoir avec les parents, s'asseoir avec la famille, discuter, voir comment on peut les aider eux à générer un revenu pour qu'ils n'aient plus à envoyer leurs enfants à l'école. Et puis, pour les plus grands, pour les jeunes, on a développé des filières de formation professionnelle dans différentes filières, notamment dans la restauration et l'hôtellerie. Donc, par exemple, on a à peu près 8 restaurants de formation professionnelle pour les jeunes marginalisés dans lesquels ils sont formés et puis ils peuvent apprendre un métier. Et puis, on fait aussi du placement en emploi. Donc voilà un petit peu notre mission principale. Friends International, on est actif directement dans 4 pays d'Asie du Sud-Est, le Cambodge, Thaïlande, Laos et Indonésie. Mais on travaille en réseau avec des partenaires dans à peu près une dizaine de pays. Nous, nos interventions directes, donc grâce à nos programmes à nous, on vient en aide à peu près 30 000 personnes par année, donc des enfants, des jeunes et des membres de leur famille. Et puis, on a un personnel d'à peu près 550 personnes. Donc, c'est une organisation qui est assez conséquente. Nous, on n'organise pas de voyages solidaires, enfin de voyages solidaires. On n'est pas une organisation qui... c'est pas une de nos activités. Mais la raison pour laquelle on est là ce soir, c'est qu'on est très impliqué dans un travail de sensibilisation par rapport à certaines dérives d'une certaine forme de tourisme. Et parce qu'au Cambodge notamment, mais pas seulement au Cambodge, on a vraiment été aux premières loges de toute une industrie, de tout un phénomène qui s'est développé ces 10 dernières années et qui a vraiment des conséquences vraiment négatives sur la vie des enfants en particulier. Donc, ok, j'avais organisé des apparitions sophistiquées, etc. J'ai juste un problème avec l'affichage. C'est pas très très grave. Hein. C'était pour le suspense. C'est celle-là en fait. Ouais, ça s'affiche un peu comme ça, mais bon, il y a vos commentaires, du coup, c'est pas génial. Ah voilà, on garde le suspense. Donc nous, on voulait vous parler ce soir, on voulait faire un petit peu un spotlight, mettre un petit peu, faire un affichage ou une mise en lumière d'un phénomène qui nous préoccupe beaucoup et sur lequel on travaille beaucoup, c'est le volontourisme en orphelinat. Donc d'abord, moi je vous parle ce soir de la terminologie volontouriste. Et c'est vrai qu'on en parlait dans ce domaine, on parle, il y a plein de terminologies différentes, tourisme solidaire, tourisme humanitaire, tourisme responsable, volontourisme, etc. Et moi, je voulais vous parler ce soir justement de ce qui nous touche, de cette forme de tourisme qui s'est énormément développée, notamment en Asie, et qui est justement ce volontourisme. Alors, de quoi il s'agit ? On a vu un boom du nombre de volontouristes, et volontouristes,
c'est la contraction du volontaire et du touriste. Et en fait, en tout cas dans notre compréhension, c'est le fait de vouloir inclure un volet social dans le cadre de ces vacances. Donc ça peut passer par aller faire une visite d'une matinée dans une école, ou d'aller passer 2 heures dans un orphelinat, ou bien de décider dans le cadre de ces 2 semaines en vacances en Thaïlande de faire une journée avec les éléphants, etc. Donc c'est vraiment cette nouvelle tendance en fait de pouvoir faire de ce genre d'activité dans le cadre de ces vacances. Alors, je pense que ça... j'y vais. Donc nous, on a vu au Cambodge vraiment un boom du nombre de volontouristes, et de manière générale, ça c'est des estimations qui ont été faites par une université aux États-Unis, on estime qu'il y a à peu près 10 millions de volontouristes, il y a une erreur ici, de volontouristes par année, donc de personnes qui s'engagent dans ce genre d'activité, et ça représente un énorme chiffre d'affaires. 2 milliards de dollars, c'est vraiment une nouvelle niche qui au niveau business représente vraiment un chiffre d'affaires important. Alors nous, de notre balcon à nous, ce qu'on a vu, c'est que ce boom du nombre de volontourisme, par exemple au Cambodge, a donné naissance à vraiment une explosion du nombre d'orphelins. Et ces 10 dernières années, entre 2005 et 2011, on a vraiment constaté, ça c'est les chiffres du gouvernement cambodgien, on a observé une augmentation de 65% du nombre d'orphelinats dans le pays. Donc le gouvernement cambodgien fait vraiment une corrélation entre l'augmentation du tourisme et de ces nouvelles formes de tourisme avec l'augmentation du nombre d'orphelinats. Alors, comment marche cette mécanique ? Quel est le lien de causalité ici ? Je pense que d'une part, ces dernières années, dans l'industrie, ces dernières années, parmi les personnes qui voyagent, il y a vraiment un désir de sortir des sentiers battus, d'acquérir une expérience un peu plus authentique, d'aller à la rencontre des populations locales, etc. Et puis c'est une nouvelle, c'est une tendance qui est reprise par l'industrie du tourisme, par les agences de voyage, qui proposent justement de plus en plus ce genre d'activité. Et puis d'autre part, sur place, vous avez des directeurs d'orphelinats qui se sont rendus compte effectivement qu'il y avait de l'argent à faire, et qu'en ouvrant un orphelinat et qu'en adoptant une politique de porte ouverte, on pouvait gagner de l'argent, et on pouvait vraiment récolter des fonds et gagner de l'argent. Moi j'ai travaillé 2 ans au Cambodge pour le siège de Friends International, et je me souviens avoir rencontré un directeur d'orphelinat tout était prêt, c'est-à-dire que c'était un nouvel orphelinat qui allait s'ouvrir. Ils avaient le terrain, ils avaient le bâtiment, ils avaient le personnel, et la dernière chose qui manquait, c'était les enfants. Et donc la dernière étape, c'était d'aller justement remplir cet orphelinat, trouver des enfants et aller dans les provinces pauvres pour aller recruter des enfants. On s'adresse à des mères de famille ou des familles, des parents de familles nombreuses, et puis on les convainc d'envoyer son enfant à la ville dans un orphelinat parce qu'il va recevoir une certaine éducation. C'est vraiment une opportunité et une chance en fait.
Et puis, une fois que les enfants arrivent dans l'orphelinat, la réalité est légèrement différente. Et puis, il y a une politique de porte ouverte par rapport aux étrangers, aux touristes, aux voyageurs, aux personnes de passage. Donc, en fait, au Cambodge, si vous allez, je ne sais pas si vous êtes à Siem Reap, vous allez trouver des flyers dans votre hôtel ou dans des bars qui vous encouragent à aller assister à des spectacles de danse traditionnels dans des orphelinats, etc. Ou bien d'aller simplement give back. Vous avez 5 minutes, vous avez 1 heure, vous avez 2 heures, vous avez une matinée, give back. Donc on joue beaucoup sur ces... Oui, sur ces sentiments-là. Et on vous encourage à aller donner de votre temps, d'aller donner de votre argent à ces orphelinats. Donc, ce que les gens ne savent pas, ou peu, c'est que la majeure partie de ces enfants, évidemment, ne sont pas orphelins. Ça, le 80% des enfants ne sont pas orphelins, c'est pas par rapport au Cambodge, c'est par rapport à la situation mondiale. Donc on sait que les estimations, on a des estimations qui placent à 8 millions le nombre d'enfants qui vivent en institution à travers le monde. Et on sait que plus de 80% de ces enfants ont encore au moins un parent en vie. Donc ils sont pas orphelins. Dans le cas du volontourisme en orphelinat et dans le cas de ces institutions et des orphelinats qui sont vraiment dans cette optique de profiter du tourisme pour pouvoir se faire de l'argent, voilà, le problème c'est que ça, donc on a des enfants qui sont vraiment séparés de leur famille et mis en institution avec l'objectif de les utiliser. On voit vraiment une marchandisation de l'enfant. Et ça, c'est très fort. Enfin, je ne sais pas combien d'entre vous connaissez le Cambodge, etc. Mais dans certains endroits, au Népal aussi, c'est un problème qui est très, très accru au Népal. Afrique, je connais moins, mais je crois qu'au Kenya aussi, il y a pas mal d'orphelinats qui ont cette politique ouverte auprès des touristes, et on se rend bien compte, il y a vraiment, la notion de marchandisation de l'enfant, elle est quand même assez présente. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est les terminologies. Donc c'est un sujet qui évidemment préoccupe énormément les UNICEF, les organisations de protection de l'enfance. Et par exemple, le Global Index on Slavery, qui est une étude qui donne un bilan de manière annuelle sur les formes d'esclavage à travers le monde, a qualifié d'esclavage moderne, en fait, au Cambodge, le fait d'aller recruter des enfants dans des provinces pour les amener dans un orphelinat où ils seront exposés à des visites incessantes de touristes et de volontouristes. Ils ont qualifié ça non seulement d'exploitation, mais d'esclavage moderne. Ensuite, les problèmes que ça pose aussi, c'est une certaine banalisation de l'accès aux enfants vulnérables. C'est vrai que de plus en plus, pour les gens qui voyagent là-bas, c'est normal de pouvoir s'arrêter dans une école, s'arrêter dans un orphelinat, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci, on est dans des pays en voie de développement, c'est une manière d'aider, etc. Non. D'abord, nous on aime bien utiliser l'effet miroir, donc est-ce que vous trouveriez normal qu'il y ait un bus de touristes cambodgiens qui s'arrêtent devant une de nos écoles? Est-ce qu'ils auraient le droit de rentrer? Je pense que si ça arrivait, tout le monde serait scandalisé. Donc pourquoi faire la même chose? Pourquoi penser que dans les pays en voie de développement, c'est acceptable? Et puis ensuite, ça crée quand même toute une série de problèmes pour les enfants qui sont sur place. Certains orphelinats ne fonctionnent qu'avec ce tournus de volontaires. Des fois, il ne reste qu'une semaine. Et puis, toutes les semaines, c'est des personnes différentes qui viennent s'occuper des enfants.
Enfin voilà, je n'ai pas besoin de vous dresser un tableau, mais ça pose énormément de problèmes pour le développement et la santé et le bien-être de l'enfant, sachant que c'est déjà des enfants qui ont déjà un passé compliqué. S'ils se trouvent dans ces institutions, c'est qu'ils n'ont pas un parcours tout à fait facile, donc ils ont déjà une fragilité à la base. Donc ce qu'on peut dire, c'est que cette forme de volontourisme dans ces pays vraiment participe et contribue à alimenter un système qui exploite les enfants. Alors qu'est-ce qu'on a fait nous pour répondre à ça? Donc Friends International a créé il y a une dizaine d'années une initiative, a lancé une initiative qui s'appelle le mouvement Child Safe et qui est une initiative globale de protection de l'enfance. L'idée, c'est de créer des environnements qui soient sûrs pour les enfants, dans lesquels les enfants peuvent se grandir et s'épanouir en sécurité en impliquant tout le monde dans la société. Alors, il y a un pan qui est très local, où il s'agit de travailler avec les communautés locales, les former et renforcer leurs capacités sur la protection de leurs propres enfants. Comment reconnaître un abus, qu'est-ce qui constitue un abus, que faire, comment le prévenir, etc. On a formé ce qu'on appelle des agents Child Safe. Donc c'est des personnes clés au sein de la communauté qu'on forme sur la protection de l'enfance, que faire en cas d'un abus, etc. Et qui sont nos agents de Child Safe. Donc ça peut être des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de tuk-tuk, du personnel d'hôtel, des vendeuses de rue. C'est vraiment des personnes qui évoluent dans l'environnement des enfants et qui ont un peu un œil particulier par rapport à ça. Et puis Child Safe, c'est aussi informer les touristes et dire on a tous une responsabilité quand on voyage, on a tous une responsabilité de s'assurer, au minimum, de s'assurer que ce qu'on fait, les comportements et les genres de visites qu'on pratique, etc., n'aient pas un impact négatif sur la vie des enfants. Donc, on a développé des campagnes de sensibilisation. Ça, c'était une campagne qu'on a lancée en 2011. Un peu choc, mais parce que voilà, on avait le sentiment qu'il fallait un petit peu secouer une certaine industrie. Et donc c'est une campagne qui a été justement placardée à l'arrière des tuk-tuk, qui a vraiment tourné dans le pays et dans d'autres pays pendant assez longtemps, et je pense qu'il a contribué à en tout cas apporter une certaine lumière sur ces pratiques. On a aussi développé 7 conseils pour voyager Child Safe. Alors nous on a envie un petit peu de... Je ne sais pas si vous avez vu dans le titre de ma présentation, j'ai marqué, on a écrit touriste ou volontaire, il faut choisir. On a un petit peu envie de réhabiliter le touriste pour, le tourisme simple, quoi. On a par rapport à cette tendance de vouloir forcément inclure un volet social pendant ses vacances, il faut qu'on fasse le bien, etc. Alors qu'il s'agit d'un jour, 2 jours, et que très franchement, l'impact que vous allez avoir, en tout cas sur les communautés sur place et sur les communautés concernées, en donnant un jour de votre temps, ouais. Voilà, on est très loin de ce que mon collègue expliquait avant. Enfin voilà, c'est rien, quoi. Ça a très peu d'intérêt et au contraire, ça peut faire plus de mal que de bien. Donc, en étant un simple touriste, on peut contribuer à aider, on peut contribuer à renforcer justement la protection de l'enfance sur place, simplement en consommant d'une certaine manière. En allant manger dans des restaurants de formation professionnelle pour les jeunes, en allant dormir. Alors nous, on a développé un réseau d'acteurs impliqués dans la protection de l'enfance. Donc on a des hôtels Child Safe, ça veut dire que c'est des hôtels dont le personnel a été formé à la protection de l'enfance. Vous allez dormir dans un hôtel comme ça, voilà, vous contribuez à un réseau qui œuvre pour quelque chose de durable et de bien.
Enfin voilà, utiliser des services, des guides, il y a des guides qui sont formés à la protection de l'enfance, il y a des taxis comme je l'évoquais tout à l'heure, faire ses achats dans des magasins qui vendent des produits qui sont faits par les parents, ça leur permet de générer un revenu, ça leur permet d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est des choses qui sont toutes bêtes, mais qui ont un impact beaucoup plus positif, même si elles sont presque imperceptibles pour la personne qui le fait, ça a un impact beaucoup plus positif que de contribuer à un système qui n'est pas dans le meilleur intérêt des enfants. Et puis, pour ce qui est du volontaire, nous, on a justement, pour les missions de volontariat, on a développé quelques conseils, notamment par rapport aux jeunes. Nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les jeunes, les personnes qui débarquent là-bas, c'est souvent des jeunes qui sont en année sabbatique ou des jeunes qui sont en études et qui cherchent à faire quelque chose pendant le break de l'été. Faites vos calculs. Est-ce que ça vaut la peine de payer des intermédiaires, des grosses agences de placement de volontaires, pour ne pas en nommer certaines, comme par exemple, enfin voilà, il y en a beaucoup, ces grosses agences, Projects Abroad et d'autres, qui demandent quand même, qui demandent quand même beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'ONG sur place qui recrutent des volontaires. C'est mis sur le site internet au même titre qu'ils recrutent des personnes, du personnel local ou expatrié. Ils recrutent des volontaires. Enfin voilà, posez-vous la question, est-ce que ça vaut la peine de passer par un intermédiaire, ou si je décide de partir faire du volontariat, sachez en tout cas que vous pouvez aussi faire des recherches et trouver des organisations sur place qui recrutent directement. Est-ce que l'organisation est légale ? Ça paraît tout bête, mais il y a énormément d'organisations, d'ONG et d'orphelinats sur place qui ne sont pas enregistrées, auprès du ministère des Affaires sociales, auprès du ministère des Affaires intérieures. Donc techniquement, ils sont illégaux. Et techniquement, ils peuvent pas opérer. Donc ça, c'est aussi une question à se poser. Est-ce que vous pouvez y aller comme ça? Est-ce qu'on vous demande votre casier de judiciaire? Est-ce qu'il y a des procédures en place pour un petit peu savoir faire le filtre de qui ces organisations accueillent? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Ça peut aussi vous alerter sur le sérieux de l'organisation. Les compétences, ça c'est une question qui est pour nous, à un autre sens, primordiale. Est-ce que vous avez des compétences? Est-ce que ça vaut la peine de partir? Qu'est-ce que vous pourrez apporter aux personnes sur place? Si vous avez des compétences, c'est génial. Pensez, est-ce que c'est un projet qui vous permettra de transférer ces compétences au personnel local et de former le personnel local? Et puis, est-ce que cette mission fait du sens? Enfin, je crois que nous, on fait un petit peu appel aux gens pour qu'ils retrouvent leur bon sens. Est-ce que ça fait du sens de partir une semaine, de faire 3 jours des enfants, 3 jours des éléphants? Enfin, je sais pas. Que les gens retrouvent un tout petit peu leur bon sens. Et puis, est-ce que ce que je vais partir faire à l'étranger répond à un besoin sur place? Et puis voilà, l'état d'esprit. Enfin, nos conseils, que ce soit aux volontaires ou que ce soit aux voyageurs, c'est vraiment une philosophie, un état d'esprit, c'est réfléchir à son impact, faire preuve de bon sens, préférer des initiatives innovantes et durables au modèle traditionnel de charité. Puis là, j'imagine qu'on est vraiment tous dans la même mouvance, mais ouais, il y a des modèles très traditionnels, charitables. Voilà, on est en 2017, on passe à autre chose. Enfin, ouais, c'est important de se mettre à l'ère de son temps, dépasser le complexe du white savior, je vais aller sauver le monde, je sais mieux que tout le monde, j'ai pas de compétences, j'ai 16 ans, mais je sais pas. Est-ce que il y a un petit peu d'humilité à acquérir, et puis aussi de réaliser qu'on a peut-être plus à apprendre des autres
à enseigner nous-mêmes aux autres. Et puis bon, la citation que vous connaissez tous et qui est un peu plus quelque part bateau, mais en même temps quelque part tellement juste, quoi, tellement au cœur de ce qu'on essaye de faire, et voilà. Et merci beaucoup. Alors bonsoir à tous. Grand merci à Nicolas et à Alliance Sud de nous avoir invités. Surtout, merci beaucoup à vous tous d'être si nombreux. Ça nous encourage dans la thématique qu'on développe. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis là pour vous présenter l'association Tourisme Forel. Nous sommes basés à Genève. Maintenant, on a plus de 13 années. Cette initiative de se monter en association, elle est partie d'un groupe de personnes qui travaillaient dans l'humanitaire, donc qui ne faisaient pas du tourisme humanitaire, qui travaillaient dans l'humanitaire. On a été sollicité par des personnes cambodgiennes. À l'époque, on travaillait sur place au Cambodge. Donc il y a une vingtaine d'années, on était là-bas, on avait notre réseau. Et quand on a quitté le pays, on nous a demandé de monter un projet humanitaire avec les personnes qui étaient là et qui étaient devenues nos amis. Alors il nous a semblé un peu difficile de créer un projet humanitaire comme ça en n'étant pas sur place, en n'étant pas investi, en ne sachant pas très bien comment faire. Et très vite ils ont aussi demandé, mais nous on aimerait faire du tourisme parce que on est certain que le Cambodge ça va attirer les gens, il va y avoir un jour du monde. Mais on était il y a 20 ans, donc on s'est dit, du tourisme ici, mais jamais de la vie. Mais si. Et puis le tourisme, ça peut améliorer nos conditions, ça peut faire en sorte qu'on puisse se développer économiquement, au niveau de la formation. On vous assure, montez ce projet avec nous. Alors nous, on est rentrés tous, chacun un peu dans notre coin, mais finalement, on a tous atterri à Genève. Et à Genève, on s'est dit, effectivement, on pourrait continuer à les supporter, les aider, mais par contre, se lancer dans le tourisme sans, d'une part, ne pas y connaître grand-chose, et d'autre part, ne pas être sur place, on s'est dit, il vaut mieux créer une association, se mettre à plusieurs, et puis réfléchir quand même concrètement à ce que pourrait amener ce tourisme réellement à l'endroit où on pourrait faire quelque chose avec cette association. Nos amis cambodgiens, donc c'était monté en association. Nous, on est rentrés, on a parcouru donc tout ce parcours du combattant pour devenir une association. Et donc, il y a 14 ans maintenant, on a créé Tourisme Forel dans le but premier d'encourager ce premier projet au Cambodge. Alors évidemment, nous, on s'est tout de suite posé la question, mais faire venir le tourisme dans un endroit qui n'en a jamais vu, est-ce que ce n'est pas une énorme responsabilité? De une. De deux, soutenir une initiative comme ça où on n'est pas présent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir finalement réellement ce qui se passe, est-ce que ce n'est pas dangereux? Donc on a réfléchi beaucoup tous ensemble, on s'est créé en comité, on a évidemment notre partenaire, qui est devenu notre partenaire local. Ça a été des discussions incessantes. Bref, on s'est dit, ok, on va se lancer dans une initiative touristique, mais on va le faire de manière formative. Alors, à l'époque, évidemment, on était très optimiste, on allait trouver de l'argent, on allait faire une école hôtelière dans le fin fond du Cambodge. Évidemment, avec la réalité, on est descendu un petit peu de notre piédestal. Et aussi, on a de plus en plus cherché sur place ce qui allait totalement convenir à la population, et sachant aussi qu'on voulait être formateur, ce qui allait surtout convenir aux jeunes. Donc, on a voulu mettre au point un concept, entre guillemets, qui était de monter une école et une guest house et restaurant en même temps. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est très peu de théorie et beaucoup de pratique.
Donc c'était un petit endroit qu'on a loué, on a fait 4 ou 5 belles chambres et on a automatiquement proposé des formations. Donc peu de théorie et les élèves devaient faire tourner l'école avec leurs professeurs. Alors, ça c'était il y a bientôt 15 ans. Le Tonlé, donc au Cambodge, a démarré à Stung Treng sur la frontière laotienne. Petit à petit, ça a bien fonctionné. Ils ont eu beaucoup de passages. Il y a eu vraiment un engouement. Et puis le Cambodge, on a eu de la chance. Parce que le Cambodge s'est vraiment ouvert au tourisme et ils ont énormément de passages. Donc ça a été entre guillemets une très très bonne carte de visite pour nous. Et puis évidemment, de fil en aiguille, on a été sollicité. Parce que, parce que ce type de formation, ce type d'approche avec le touriste marchait bien. Donc, c'est des partenaires maliens qui sont venus nous voir. Alors là, on a pensé mettre exactement la même chose au point. Donc, on a créé un hôtel, un restaurant au Mali. Et malheureusement pour nous, et c'est ça aussi qu'il faut bien se dire avec le tourisme, c'est que le jour où on a ouvert notre restaurant et notre hôtel, il y a eu le coup d'État, il y a eu la catastrophe. Et le Mali s'attendait à avoir 600 000 touristes, parce qu'il commence à exploser. Plein de gens voulaient venir, ils ont énormément de festivals de musique, ils sont très forts en art, en peinture. Et patatras, plus personne n'est venu. Donc ça a été un peu la catastrophe. Mais en même temps, pour nous, ça a été un énorme challenge, parce que on le sait que le tourisme, c'est volatile, on ne peut pas compter dessus. Donc encore moins du tourisme occidental. Donc ça remettait en question aussi de quelle était notre approche aussi du tourisme. C'est-à-dire, est-ce qu'on attend après les Occidentaux, dès qu'il y a une grippe aviaire, le virus du porc, le terrorisme et ceci, et tout le monde est gelé et puis personne ne bouge. Et alors, nous, on est aussi une entreprise touristique, donc nous aussi, on souffre. Donc, il a fallu déployer aussi tout ce qui était tourisme local, tourisme de séminaire. Il a fallu faire preuve d'énormément de création et d'inventivité pour justement rendre ce lieu attractif à d'autres personnes que les touristes, entre guillemets, lambda. Alors la deuxième chose aussi que notre partenaire nous a demandé, et puis sur laquelle on a énormément réfléchi, c'est que finalement, oui, le tourisme, ça faisait tourner l'hôtel, ça faisait tourner le restaurant parce qu'ils venaient. Mais finalement, on s'est dit, ok, nous, on est là quand même pour soutenir ce projet. Il me semble que le tourisme, c'est aussi faire toute la boucle. Ça veut dire qu'il nous semblait important aussi, dans le cas du Mali, de pouvoir développer les formations et puis de donner aussi un deuxième outil qui était une ferme-école agroécologique. C'est-à-dire qu'en plus, là-bas au Mali, on avait vraiment des soucis pour trouver les produits qu'on voulait intégrer dans le restaurant, qu'on voulait aussi essayer de vendre en surplus dans la ville, et si possible, parce que d'ici, tout le monde a peur du Mali, plus personne n'y va, mais quand on va au Mali, il y a quand même des activités. Les hôtels tournent, alors pas à plein rendement, mais le tourisme existe. Il y a un tourisme de la sous-région, il y a un tourisme africain, je veux dire, les structures tournent sans nous. Donc, on a voulu monter cette ferme agroécologique et au jour d'aujourd'hui, outre les 20 jeunes qu'on a dans l'hôtel et dans le restaurant, on a aussi 20 jeunes ruraux qui travaillent à la ferme, qui développent les produits et qui nous aident à pouvoir les réintégrer donc dans notre cuisine, dans notre restaurant, et aussi avoir tout cet aspect qui est de valorisation des produits locaux, valorisation des savoir-faire, et puis toute cette chose aussi, ce lien qu'il y a entre l'alimentation et le tourisme. Je pense qu'on a réussi
à pouvoir mettre ça en valeur dans la ferme-école. Et puis tout dernièrement, encore en Afrique, on a ouvert le même hôtel-restaurant qui existe au Cambodge et qui existe au Mali, mais maintenant au Sénégal. Hop. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on développe? Nos structures sont... Bon, nous, on est une petite association. Hein. Notre structure, elle a le restaurant, elle a l'hôtel, elle a évidemment la salle de formation, parce qu'il reste qu'il y a de la théorie, mais évidemment, il y a énormément de pratique, puisque l'idée, c'est que les jeunes apprennent, et puis quand ils apprennent, c'est pour que ça soit de nouveau, ça puisse tourner dans la cuisine, ça puisse être vendu, et ça puisse évidemment faire l'objet des plats à servir aux touristes. Donc nous, quoi qu'il arrive, on a besoin des touristes, ou s'il n'y a pas de touristes, mais en tout cas des visiteurs et du public. Parce que sans public, il n'y a pas de pratique. Et s'il n'y a pas de pratique, nos jeunes, ils ne peuvent rien apprendre. Donc, on ne leur donne pas un outil pour pouvoir s'insérer et partir et trouver un emploi. Donc, c'est vraiment des outils d'application, des vraies écoles pratiques, dans lesquelles, évidemment, ils reçoivent eux-mêmes les touristes, avec leurs profs, avec les responsables locaux, mais aussi, à part l'insertion professionnelle, ce qu'on a développé de nouveau au Mali pour ne pas toujours rester dans l'aspect touristique, c'est aussi pouvoir leur donner une vue plus large sur un auto-entrepreneuriat. Il n'y a rien à faire, le tourisme c'est quand même une activité qui offre de multiples services. C'est-à-dire qu'on fait de la formation, effectivement, en pratique, en cuisine, mais il y a aussi la pratique, le service, il y a le pratique, la réception, le pratique, le housekeeping, nettoyer des chambres. Donc, les jeunes qui passent chez nous, au bout d'une année de formation, ils arrivent quand même à détenir pas mal de potentiel et des choses très variées qui fait que, même s'ils sortent de chez nous et qu'ils n'ont pas spécialement envie d'aller dans le tourisme, en tout cas, ils ont une bonne formation quand même déjà de ce que c'est d'être face aussi à des clients. Ils se sentent beaucoup plus sûrs d'eux, ils sont beaucoup plus sûrs aussi de savoir vers quoi ils veulent aller, donc aussi l'auto-entrepreneuriat. Beaucoup de jeunes qui sortent de chez nous se mettent ensemble, et pour ceux qui connaissent l'Afrique, essayent de créer des GIE, des jeunes qui se mettent, qui ouvrent des petits restaurants, qui développent leurs propres activités entre eux. Alors évidemment, nous, on fait appel au tourisme, aux touristes, ou en tout cas aux gens qui passent. Aussi, nous, on n'est pas une agence de voyage. Et on n'organise pas de groupe. Par contre, effectivement, on fait tout pour que ce touriste arrive en phase avec notre enseignement et les formations qu'on dispense. Alors, il faut aussi savoir, et ça sera peut-être déjà un jalon à poser tout à l'heure pour le débat, quand est-ce qu'on commence à être un vrai touriste? Ou c'est quoi un vrai touriste? Parce que dans les projets dont on vient de parler, on va faire quoi? Il y a le volontaire, il y a le stagiaire. Nous, on a des associations, tous les jours, on nous demande des stages. Donc, il y a le stagiaire. Il y a, le bénévole. Il y a celui qui veut juste prendre une année sabbatique. Il y a tous les profils de poste que madame a énumérés. Donc, c'est vrai. À partir de quel moment je suis un touriste? Et qu'est-ce qui cherche véritablement le touriste? Bon, je ne vais pas commencer le débat maintenant. Donc, nous, on compte aussi sur nos hôtes, je vais plutôt les appeler nos hôtes, pour qu'il y ait quand même cette diffusion des savoir-faire. C'est-à-dire que quand même chez nous, à partir du moment où c'est planifié, que ça arrange surtout les équipes en place et les programmes des étudiants, il y a effectivement le moyen d'insérer à un moment la venue du touriste dans un module ponctuel. Effectivement que si prévenu bien à l'avance, je prends n'importe quel exemple, un cuisinier retraité, il va venir passer un mois au Sénégal.
Il a une compétence qui est bien spécifique. Il nous écrit, il nous dit voilà, moi je sais pas, moi je sais faire le pâté, ou j'ai vraiment quelque chose de... Et j'ai envie de donner une semaine de mes vacances et venir chez vous, savoir, bon, voilà. Alors comment, ou il cuisine très bien italien, ou il sait faire des sushis, je ne sais pas, mais quelque chose que par exemple aussi, on aimerait bien développer chez nos jeunes et dont on ne retrouve pas spécialement les ressources humaines. D'autant plus que nous, nos projets sont quand même un petit peu loin des grandes agglomérations. Donc nous, on est un peu facilitateur de ça. À partir du moment où évidemment ça ne désorganise pas ni notre programme, ni nos équipes en place, et comme madame l'a dit aussi, ni encore moins nos élèves et nos apprenants. Parce que sinon tout est chamboulé. Alors, cette manière de faire de ces formations qu'on offre, c'est donc des formations pratiques. Elles sont évidemment à la portée de jeunes qui ne sont pas insérés, des jeunes qui n'ont pas les moyens, dont les familles n'ont pas les moyens de les avoir fait aller très très longtemps à l'école. Donc là, je vous ai aussi mis deux exemples. Mais dans le tourisme aussi, et c'est ce qu'on essaye aussi de développer au niveau de nos jeunes, il y a le savoir-faire, c'est très bien, mais il y a le savoir-être aussi. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose qui doit partir dans notre réflexion de tout à l'heure, c'est aussi la manière dont, et c'est vice-versa, la manière dont on nous voit et de ce qu'on renvoie. Donc je veux dire, tout ça, c'est pas évident. C'est des jeunes aussi qui sortent de conditions souvent difficiles. Donc le tourisme, évidemment, nous on a des conditions de restaurants et d'hôtels qui sont quand même de bon niveau. Alors, je vous encourage quand même à y aller. C'est pas 5 étoiles et c'est bon marché. Mais comme on veut de la formation professionnelle de haut niveau, tout va avec. Et donc l'idée aussi, c'est de pouvoir les émanciper. Et surtout, le rôle des jeunes filles dans nos projets. Parce qu'elles doivent, pour venir suivre la formation, elles doivent souvent avoir fait un parcours du combattant qui n'est pas évident. Vis-à-vis des familles, vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de la culture. Le tourisme est encore très 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 mal vu et très mal perçu dans certaines familles. Donc, nous, on essaye de valoriser évidemment tous ces aspects. Il y a le côté aussi religieux des parents qui ne veulent pas que leur fille serve une bière, parce que voilà, ça ne se fait pas, ou qu'un autre serve des côtelettes de porc. C'est comme ça, c'est intégré dans notre formation. Il y a tout un travail aussi de valorisation et que les jeunes puissent s'épanouir, et surtout les filles, pouvoir aller vers l'autonomie. Et ici, on a un seul témoignage, mais voilà. Elles sont, quand elles sortent de nos projets, elles trouvent du boulot, et elles sont, bien souvent, elles deviennent même chefs de famille parce qu'elles ramènent leur paye et elles arrivent à dynamiser tout ce côté économique de leur famille. Alors, nous, on a un travail évidemment quasi quotidien de responsabilité et de sensibilisation. C'est à tout moment. On fait se confronter des jeunes avec des gens plus âgés, on se fait confronter des jeunes avec d'autres jeunes. Donc on est vraiment dans cet échange. Alors, on apprend, mais tout le monde doit savoir aussi à quel moment c'est sa responsabilité. Et je pense que la chose aussi qui doit de plus en plus, et que j'entends aussi quand on fait des débats et des tables rondes, c'est que la sensibilisation, elle doit se faire des deux côtés. Là, ce soir, on en discute, il y a le débat, mais la sensibilisation, elle doit se faire aussi sur place. Alors, comme madame disait aussi, il y a aussi à sensibiliser nos jeunes, nos apprenants, à sensibiliser nos profs de ce que c'est véritablement l'échange et le tourisme. Effectivement,
il faut que ça soit fait. Bon, alors ça a l'air un petit peu évangélique ce que je raconte, mais bon, c'est une histoire aussi de tous les jours. Alors le tourisme aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'alimentation. Monsieur a dit aussi, c'est l'eau. Donc après, il y a une sensibilisation de tout le monde, mais aux mêmes ressources, aux problématiques des ressources, mais des mêmes. C'est-à-dire qu'on peut difficilement dire à un jeune, oui, mais attention, coupe bien ton robinet quand tu as fini de nettoyer ta salade. Et puis quand il va aller ranger la chambre du touriste qui est parti, il y a la douche qui continue et le gars est à la plage. Hein. Et même chose avec l'air conditionné. Bon, il est dans nos guest houses parce que par moment il y a 40 degrés, donc sinon on n'aurait pas une seule personne. Donc, mais voilà, c'est des petites choses. Les touristes doivent être aussi l'exemple. Ils servent d'exemple. Donc l'idée, quand je dis sensibilisation par tous et pour tous, c'est vraiment à chaque niveau et c'est vraiment tout le monde. C'est pas simplement nous ici à rabattre les oreilles, soyez des touristes responsables pour du tourisme durable. Il y a un travail qui doit être fait aussi au niveau de nos projets. Alors, ça, on n'en a pas encore parlé, donc moi je me permets aussi de le faire parce que ça va aussi faire des exemples pour notre débat. Alors, évidemment, rendre le tourisme réellement plus responsable. Alors, bon, ben, il y a plein de petites pistes, on en a évoqué plusieurs. Alors, bon, c'est toujours un petit peu les mêmes. C'est évidemment se préparer, c'est s'intéresser, c'est connaître. Alors, moi, je suis sûre aussi que dans toutes les personnes qui sont ici, il y a aussi ce coup de cœur qu'on a eu certainement pour un pays. On a tous voyagé, on a eu la chance d'aller là, là et là. On a envie d'aider. On a envie. Alors, il y a ceux qui reviennent, qui disent « Waouh, je vais faire une association et puis on va y aller. » Et puis, bon, très bien. Et puis, on se rend compte que ça s'est passé dans un village africain. Et puis, 3 kilomètres après, ils ont eu aussi un groupe qui est aussi rentré, mais de l'autre côté de la France ou de l'autre côté de la Suisse, qui a aussi créé son association. Et qui a aussi décidé de les soutenir. Donc, par moment, on a un puits qui est là, et puis il y a un puits qui est là, et puis il y a une école qui est là, et puis personne ne se concerte, et puis tout le monde a envie de se faire bien à soi-même. On se dit, ah ben je suis rentré, donc je vais... Donc, à tous ces moments-là, tous ces moments de réflexion, de ce qu'on a envie réellement de partager à travers le tourisme ou à travers nos échanges, nos voyages, c'est aussi d'avoir cette réflexion. Alors nous-mêmes, ça fait 13 ans qu'on soutient ce type de projet. C'est vrai, et je remercie encore Nicolas de nous avoir donné quand même la parole ce soir, parce que cette année, c'est l'année du tourisme durable, et nous, on a pris sur nous de prendre cette année pour réfléchir, pour avoir des rencontres comme ce soir, parce qu'effectivement, on est gestionnaire de projets, on a des projets, on a des gens sur le terrain, on a des jeunes, on est obligé de résultats, même si on est une petite association. Donc parfois, il nous manque un peu le temps de la réflexion. Donc cette année, on s'est dit, ok, on va se poser. Le tourisme, ça a changé. On a démarré avec un projet il y a 14 ans, mais peut-être qu'il faudrait aussi un petit peu revoir. Peut-être aussi que les partenaires, ils doivent un peu nous remonter plus d'infos, de dire, attends, mais toi, le tourisme maintenant, c'est comme ça, ou c'est comme si, les profils changent. Le meilleur fait, comme on l'a dit, c'est qu'on a des très jeunes, on a des seniors, on n'a plus du tout le même genre de touristes qu'il y a 10 ans. Et les destinations aussi ont changé. Donc nous, on a pris cette année de réflexion pour vraiment se poser, pouvoir avoir des conférences, entendre aussi ce que les gens ont à dire, comment ils appréhendent ça, comment ils voilà, pour nous améliorer aussi, et puis pour pouvoir former, enseigner et faire véhiculer donc cette parole-là aussi auprès de notre projet. C'est ça aussi qui est important. Donc voilà. Merci beaucoup.
Voilà, donc merci à vous trois pour ces très intéressantes présentations. Il y a eu beaucoup de contenu, d'idées, de questions et voilà, on a pris un petit peu de retard. Je pense que voilà, si vous êtes d'accord, on dépassera un petit peu ce qui était prévu pour le débat pour du moment qu'on soit là au moins en profiter. Donc voilà, ceux qui veulent partir partent, mais on va peut-être faire un petit peu, au moins une demi-heure en tout cas, j'espère, de discussion. Alors voilà, je donne tout de suite la parole. On va essayer de donner la parole au maximum de gens, donc de ne pas faire trop de grandes palabres, mais d'essayer d'aller au point, quoi. Même si les sujets sont souvent complexes, mais voilà. Donc, ouais, en fait. Donc, qui a une question? Bonsoir. Merci beaucoup pour la soirée. Merci. Enfin, je pense que c'est un thème qui est important d'aborder. Merci pour les présentations. Moi, je m'adresse à Philippe Randin en tant qu'ancienne participante de Nouvelle Planète. Pendant le voyage, je suis vraiment revenue de très loin sur mon avis sur l'aide humanitaire. J'ai vraiment été extrêmement déçue de mon voyage. Et je pense que ça a été plus dit, et c'est hyper important dans les deux présentations qu'on suivi, merci mesdames, par rapport aux compétences. Je pense que quand on fait un voyage humanitaire, quand on veut faire de l'aide, c'est hyper important de penser à qu'est-ce qu'on peut réellement apporter là-bas. Et ces aides, justement, ces voyages que vous organisez, à l'époque, quand moi je suis partie, ça s'appelait encore Camp. Voyage d'entraide, je trouve pas plus logique. Pour moi, l'entraide, c'est qu'on apporte réellement quelque chose. Donc, je veux juste savoir votre avis par rapport à ça. Nous, on est arrivé là-bas, on a construit une école. Aucun de nous savait faire quoi que ce soit dans le domaine du bâtiment. On n'a rien vraiment apporté là-bas, si ce n'est qu'on a appris à découvrir l'Afrique. C'était génial, je suis une grande amoureuse de l'Afrique. Je suis retournée ensuite seule, enfin sans passer par des organisations. Mais je pense que c'est hyper important de penser à ça, à ce qu'on apporte réellement là-bas, et pas juste, comme elle disait, du tourisme de bonne conscience. On a envie d'aller là-bas parce que ça fait bien d'avoir fait un projet une fois en Afrique. Donc voilà, juste savoir votre avis par rapport à ces camps. Alors, nous, on dit clairement que ce n'est pas des voyages sur les compétences techniques. Et puis, c'est discuté pendant la préparation aussi. L'aspect, d'ailleurs je l'ai aussi dit ce soir, c'est vraiment du travail symbolique. Les projets, ils sont réalisés par des structures locales, des gens qui sont compétents sur place, que ce soit pour faire une école ou comme ça. Donc ça, c'est répété à longueur de préparation, à longueur de réunion. On sait très bien qu'il y a un aspect des participants, ils veulent être utiles. Souvent, c'est le truc, on a envie d'être utile. Et on doit venir en faux contre ça en disant l'utilité pour le projet, elle est surtout financière. C'est-à-dire que le groupe, il fait une mobilisation pour récolter des fonds et ces fonds vont permettre de réaliser le projet. Par contre, ce qui est intéressant après dans l'impact, c'est les échanges, la découverte, etc. Et c'est tout ce qu'on ramène sur notre vision de soi-même et de la manière de vivre aussi ici. Et je pense que le fait de voir autre chose, le fait de voir des gens qui vivent autrement, qui ont d'autres priorités que les nôtres, c'est une remise en question intéressante aussi dans notre monde. Ça remet aussi en question cette globalisation qu'on a actuellement. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai une question un peu à vous tous, enfin vous trois, par rapport, en fait, je suis partie plusieurs fois, avec Nouvelle Planète une fois, je suis allée dans un orphelinat aussi au Vietnam une fois, et puis j'ai eu toutes ces expériences. Et maintenant, je redoute de plus en plus de partir dans des pays qui sont pas pas occidentaux, parce que je me dis toujours, mais est-ce que finalement c'est pas un peu du colonialisme moderne, et comment éviter d'être ce bon blanc qui va, même si on va pas aider, même si on va juste faire du tourisme, et puis ne pas être ce bon blanc qui va juste voir comment ils vivent les Africains, voir comment ils vivent les Asiatiques, et leur dire ah c'est bien chez vous, mais chez nous quand même c'est mieux. Enfin, ce côté-là de colonialisme qui me dérange un peu, et je sais pas si vous avez une idée là-dessus. Oui, tu veux répondre? Moi je commence. C'est clair que je pense que dans les relations humaines, il y a des relations de pouvoir qui sont très importantes. Et puis, c'est quelque chose à travailler. Alors, moi, je suis content que vous abordiez cette question pour vous-même, parce que c'est une question fondamentale. C'est déjà de se dire pourquoi on voyage. Et puis, quand on le fait, c'est de faire attention à ces relations de pouvoir. Le fait d'être conscient que ça existe, on a déjà fait un grand pas. Après, c'est clair que c'est individuel.
Donc c'est difficile aussi de pouvoir dire il faudrait faire comme ci ou comme ça par rapport à ces aspects-là. Surtout que ces relations de pouvoir, on peut être conscient d'avoir soi-même du pouvoir sur une autre personne, mais l'autre personne, souvent, elle a aussi conscience d'un certain pouvoir, et ça arrive, surtout en Afrique noire par exemple, ça arrive assez souvent que son interlocuteur se rabaisse lui-même par rapport à un blanc, et c'est super difficile à gérer. Mais le fait d'en être conscient, on a déjà fait un grand pas. Et je pense que c'est déjà, voilà, déjà bien. Moi, je pense que... si je prends l'exemple du Cambodge, je pense, et puis vous mieux placé pour le dire, mais le Cambodge a hyper besoin de tourisme. Enfin, je veux dire, le tourisme est essentiel pour un pays comme le Cambodge. Genre, je ne peux pas vous sortir des chiffres, mais c'est clairement, ça fait vraiment partie de ces pays qui comptent sur le tourisme pour l'économie, etc. Et je ne pense pas qu'il faut avoir peur de ça. Je pense qu'on peut tout à fait être... oui, vous déjà conscient de soi, conscient de l'autre. C'est une histoire de, je sais pas, c'est une histoire de savoir-être, c'est une histoire de curiosité, d'humilité, d'empathie. Donc je pense qu'on peut tout à fait, allez-y quoi, allez-y, découvrez des pays. Enfin vraiment, je pense que ça peut être très riche et vous pouvez faire des expériences extraordinaires. Après, je pense simplement qu'il faut avoir effectivement un petit peu un esprit critique. Et le fait que vous soyez dans un débat que vous soyez là aujourd'hui, ça veut bien dire que vous avez vos antennes, elles sont là, et puis pas tomber dans tout ce qu'on va vous proposer. Malheureusement, dans certains pays, comme au Cambodge, vous avez une offre malheureuse de plein de choses qui sont... mais à part ça, vous pouvez tout à fait faire votre voyage. Et puis, pour revenir sur ce que vous disiez dans votre présentation, je veux dire, nous aussi, on a des restaurants de formation professionnelle. On a besoin que les touristes viennent, qu'ils viennent manger chez nous, qu'ils fassent tourner justement, qui nous permettent de former ces jeunes, qui vont pouvoir ensuite trouver un emploi dans ce domaine-là. Donc non, je pense qu'il faut pas avoir peur, mais il faut être averti et il faut être sensible, quoi. Moi, je pense que c'est un petit peu dépassé de parler de colonialisme à la place des Africains. Hein. Oui. Je dis, les Africains, ils sont déjà loin, ils sont plus loin à la colonisation. Hein. Je veux dire, en plus, justement, il faut utiliser le tourisme pour combattre ça. Effectivement, pour rendre justement les gens bien plus fiers. Et je peux vous dire que dans nos projets, on ne voit pas des gens timorés ou qui s'abaisseraient devant le blanc. Alors bon, il y a toujours le côté, mais ça c'est culturel, peut-être le touriste un peu âgé avec le jeune qui sert, qui se sent... Bon, mais ça c'est parce que même dans la famille, en Afrique, on ne lève pas les yeux sur quelqu'un qui est plus âgé. Mais ça aussi, nous, on doit travailler cet aspect, parce que dans le tourisme, dans les grands hôtels, eh ben, il faut prendre de la prestance, il faut et en tout cas, je ne sais pas, je ne crois pas avoir affaire à spécialement à des jeunes venant, au contraire, des jeunes qui viennent vraiment je dirais pas de la brousse, mais quand même d'un niveau assez faible. Ces gens sont fiers, ils ne nous voient pas comme des blancs qui viennent... non, vraiment pas, hein. Je pense... Maintenant, évidemment, et ça c'est nouveau, ce qu'il faut se dire, quand il n'y a plus de touristes, parce que quand on arrive au Sénégal, qu'on est en saison où ils n'ont pas vu un touriste pendant 3, 4, 5 semaines, effectivement, ne sortez pas, parce que sinon, ça va être terrible. On va vous sauter dessus, et puis là, il va y avoir même presque de la violence, parce que justement, il y a eu cette adaptation, il y a eu des touristes qui sont venus, il y a des autocars, on les emmène dans des petits marchés artisanaux, où on te fait faire le tour de toutes les cahutes, et puis évidemment, le jour où ça vient plus, les gens, ils ont besoin de ça pour vivre, parce qu'il n'y a pas d'autres ressources.
Donc c'est pour ça que les projets qui sont en lien avec le tourisme, ils doivent développer des choses autres que touristiques et activités touristiques. Et c'est pour ça que nous, on s'est rabattu, entre guillemets, dans notre projet de ferme-école. Parce qu'à manger, il en faudra toujours. Et les gens, ils cultiveront toujours la terre. Donc quoi qu'il arrive, qu'il y ait touriste ou pas touriste, manger, il faut manger. Donc on a essayé de mettre cette consonance en plus dans nos simples projets de guest house et de restaurant. Oui. Quel a été pour vous trois parce que j'ai l'impression en vous entendant que le développement personnel de chacun est finalement super important. Vous parlez d'antenne pour réflexive, mais j'ai l'impression que c'est quand même un gros travail intérieur finalement. Et puis à vous entendre, j'ai l'impression que ça fait quand même quelques années, puis vous avez été quand même bien rodé par toutes ces expériences. Et je me demandais un peu au niveau... Qu'est-ce que vous diriez à un jeune de 18 ans ou de 20 ans qui a plein d'idéaux, qui veut changer le monde? J'exagère un peu, mais voilà, qu'est-ce que vous lui diriez? Nous, on fait un travail à Genève, on fait un travail de sensibilisation dans les collèges, donc ça correspond à quoi? Des gymnases dans le canton de Vaud. Et justement, on intervient auprès des jeunes, on essaye d'intervenir au plus près de quand ils ont 18, 19 ans, qui sont justement dans cette réflexion de ok, j'ai bientôt ma matu en poche. Beaucoup, en tout cas à Genève, j'imagine qu'ici c'est la même chose. Réfléchissent à prendre une année sabbatique et puis justement aller découvrir le monde, aller aider, aller partir, etc. Et puis on les sensibilise à toutes ces questions et on essaye justement de déguiser leur sens critique. Alors c'est vrai que c'est un peu on marche un peu sur une corde raide parce que d'un côté il y a une énergie qui est là et c'est une énergie qu'on respecte et qu'on valorise vraiment. Et puis surtout on est humble parce que je veux dire la vérité et en tout cas dans notre domaine, moi j'en ai rencontré beaucoup, moi ça m'est arrivé aussi, moi je suis partie, j'avais 25 ans, je suis partie au Guatemala, j'ai bossé comme volontaire, alors c'était pas exactement un orphelinat mais c'était un centre, bon bref, donc tout ça je l'ai fait et puis j'étais animée, j'étais drivée par la même envie, enfin je sais ce que c'est, je sais, enfin voilà, donc en tout cas moi personnellement il y a vraiment une humilité de ma part de ne pas être... donner des leçons, etc. Maintenant, il y a aussi une réalité. Et puis, à l'époque, enfin, je veux dire, il y a 20 ans en arrière, il n'y avait pas les mêmes développements que maintenant. Il n'y avait pas les mêmes... il n'y avait pas tous ces trucs qui s'étaient développés. Donc ça, c'est aussi un peu différent. Donc, d'un côté, respecter, valoriser, et puis d'un autre côté, conscientiser en disant, ben voilà, quoi, c'est comme ça, je suis désolée, en 2018, dans le monde d'aujourd'hui, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Il faut s'informer et on peut faire des choses mais il faut faire ce travail de recherche on n'est plus à l'époque de je prends mon baluchon c'est facile, je vais monter je vais aider et puis ça va forcément marcher et puis ce sera forcément bénéfique on est aussi, j'ai l'impression, dans l'histoire de l'aide au développement, on a passé plusieurs étapes et puis on est dans des choses qui sont plus, je sais pas, plus réfléchies, non? Enfin, c'est vous, non? InfoSud, les experts, mais on est dans des choses qui sont plus... Il y a de la formation pertinente. Oui, exactement. Donc voilà, malheureusement, être jeune aujourd'hui, en 2018, il faut faire ce travail de s'informer. Et puis, vous aviez dit dans votre présentation, s'informer sur la préparation au voyage, s'informer sur la destination. Enfin, je veux dire, nous, on parle de ce sujet, mais si vous mettez sur Google orphelinat Cambodge, toute l'info, elle est là, quoi. Je dirais, elle existe, elle est facile à trouver. Donc, il faut juste faire ce petit pas de se dire, ok, je pars pas juste comme ça, mais je fais mon boulot, quoi. Voilà, moi je surenchérirais. Surenchérissement. En surtout de dire, mais finalement, qu'est-ce que tu cherches toi-même? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as besoin? Si tu as besoin de partir, tu cherches quoi? Parce que le problème aussi, c'est, et j'en ai vu beaucoup, c'est des gens qui pensent que tous les bagages, les tristesses, les horreurs qu'ils ont ici, l'herbe est plus verte ailleurs. Alors ça, il faut pas croire à ça.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. On se fait peut-être un mythe de l'Afrique. Ah ben j'irai en Afrique, il fera chaud et tout le monde sera gentil. On va chanter, danser toute la journée. Non. Quand tu es mal ici, tu es mal là-bas. Tu transportes avec toi quelque chose qui ne va pas. Donc, à savoir, toi, ce que tu veux, est-ce que tu cherches là-bas à voyager. Tu t'attends à ce que ça t'amène quoi? Parce que simplement, c'est ça aussi. Ça t'amène quoi? Que on dise, ben oui, encore ce blanc, ou bien on va être magnifié, ou bien... C'est ça aussi. Moi, j'ai trop vu aussi de gens qui faisaient mal, et qui se faisaient mal, et puis qui faisaient du mal pour nous tous, en fait. Des blancs qui se comportaient mal. Alors quand on dit colonialisme, mais effectivement, moi, il y a des moments où je suis gênée. Moi, je suis gênée. Vous le savez, vous avez tous fait des voyages, vous avez vu des situations qui vous ont gêné. Donc, à ce jeune-là, j'ai envie de lui dire, mais oui, vas-y. Mais de nouveau, prépare-toi. Et c'est pas juste préparer sa serviette et sa valise. C'est prépare-toi aussi. Parce que tu vas voir des choses. Et voilà. Et j'ai vu, moi, des gens arriver, s'apitoyer, s'asseoir par terre et pleurer, mon Dieu, la misère. Ah. Eh oui. Et ça, c'est écrit dans aucun livre, ce que toi, tu vas sentir. Donc, c'est tout ce que je peux, moi, expliquer par rapport à ça. Mais vas-y, si tu es prêt. Merci. Oui, vous pouvez déjà commencer. Moi, c'était par rapport à la réponse d'Isabelle Lejeune avant, par rapport au colonialisme, comme ça. Je trouve quand même un peu alarmant. Enfin, oui, le colonialisme est fini, mais au niveau néocolonialisme, au niveau de tout ce qui est véhiculé par les médias, enfin, nous-mêmes, ce qu'on porte, nous, des héritages de ça, etc., je trouve, enfin, les inégalités sociales, etc., on peut pas non plus, juste dire que ça, c'est fini, que c'est bon, et ne pas prendre ça en compte. Je trouve ça assez, comme assez dangereux, parce qu'on arrive là-bas avec des préjugés. Il existe maintenant en Afrique les réseaux, enfin les jeunes, les gens avec qui je travaille, je veux dire, ils ont passé le stade quand même du colon. Ils ne nous voient pas comme voulant, je sais pas, empiéter sur leurs affaires. Voilà, enfin, si je vous dis ça, vous allez dire, mais voilà, vous êtes un colonialiste. Ils se forment, quoi. Je veux dire, ils sont bien plus loin que nous. Ils ont envie ils en sont plus là, quoi. Je veux dire, plus à parler de colonialisme, quoi. On peut arriver comme plein de bienveillance, etc. Il y a toujours des choses, on peut être vecteur de choses que malgré la bienveillance, on n'a pas envie. Et c'est vraiment important de jamais baisser ses gardes par rapport à ça. Enfin, nous, en tant que touristes, je dis après, je suis pas de l'autre côté, je veux parler au nom de personne, et voilà. Et puis, j'avais juste une question aussi par rapport à, je sais pas, à la langue, ou comme ça, je sais pas, quand on va dans un pays, ou comme ça, il y a des... Je sais pas, niveau tourisme, plutôt de nouvelles planètes ou comme ça, est-ce qu'il y a un effort, un apprentissage un peu de la langue locale pour faciliter la communication, puis faire un effort d'intégration aussi? Ça rejoint les conseils. Moi, je pense que c'est important, au niveau conseil, d'essayer de se mettre à la place des autres, de voir comment ils nous voient. Et puis, par rapport à ça, c'est clair que si on arrive à faire un pas vers l'autre, c'est quelque chose d'important. Donc, au minimum, d'apprendre quelques mots pour pouvoir dire bonjour, merci, etc. Ça montre juste qu'on est prêt à faire... Finalement, le tourisme, c'est aussi un travail, une sorte de négociation. Nous, on dit souvent, une bonne manière de voyager, c'est de se prendre comme un ambassadeur. C'est-à-dire qu'on représente aussi une culture, on a des a priori, etc. On va sûrement mettre les pieds dans le plat, mais finalement, on doit faire un pas vers l'autre. Et puis, faire le pas vers l'autre, c'est aussi apprendre au minimum quelques mots. Ouais. Après, forcément, on doit parler, donc on utilise des langues qui sont véhiculaires. Donc, en tant que blanc, en tant que touriste, voilà, on utilise soit le français, soit l'anglais, ça dépend des pays. Et c'est en général avec ces langues-là qu'on se débrouille dans le monde. Oui, aussi une réaction à ce que vous disiez, Madame Lejeune, tout à l'heure. Lorsque vous avez des jeunes qui partent, vraiment savoir qu'est-ce qu'ils cherchent, etc. Moi, je laisserais tomber un peu ce côté psychanalytique. Et puis je vous demande si c'est pas beaucoup plus important de savoir ce que les gens là-bas ont besoin
à quelle période, pendant combien de temps, sous quelle forme. Et c'est ça, je pense, les questions fondamentales. Après la psychanalyse, ici, on peut la faire très facilement autrement. Moi, de toute façon, les jeunes, ils sollicitent pas directement moi pour aller sur place. Hein. Je veux dire, puisque nous, on fait pas de voyage, on prend pas de stagiaires, on fait rien. C'est l'équipe en place qui gère ça, ceux qui reçoivent. Donc, je peux pas. Alors, le bien, bah oui, ce qu'ils ont besoin, oui, je peux faire juste le relais, comme l'a dit Monsieur Randin. Nous, on fait beaucoup d'événements ici, et puis de stands, et pour donner un coup de projecteur sur les projets, pour qu'effectivement on aille les visiter. Mais voilà, moi, ça se fait en général en direct avec les besoins. C'est pas En plus, il faut bien se dire que c'est des besoins qui sont quand même assez phénoménaux, quoi. Je veux dire, s'il faut faire tourner une école, il faut faire tourner un hôtel, un restaurant. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire essayer d'amener une poêle et des casseroles ou quelque chose qui va pas, ils n'ont pas sur place. Non, souvent, non, allez-y. Des fois, on nous écrit en disant est-ce que je peux amener des stylos? Ben non, qu'est-ce qu'on peut faire avec des stylos? Je veux dire, là-bas, localement, ils vont aller acheter des stylos à la boutique et ça va faire vivre quelqu'un. On en est fini de partir avec ces stylos. Mais il y a encore des gens qui vous demandent ça, ou qu'est-ce qui leur ferait plaisir? Mais je ne sais pas, le plaisir, voilà, c'est que ben, vous allez sur place et puis, je sais pas, moi, une soirée, vous êtes avec les jeunes, ils vont vous inviter à manger de la manière africaine ou chez eux, et ça va se faire de manière comme ça. Rien n'est organisé à l'avance. Ça se fait au moment où les gens ont envie de le faire. Donc voilà, ça c'est pas psychanalytique, hein. C'est du concret, du réel. Ouais. Moi j'ai peut-être juste une question parce que on a beaucoup entendu comme conseil, il faut s'informer. Alors après c'est comment savoir, comment trier le bon grain de livret en fait. Est-ce qu'il y a des paramètres Enfin moi j'ai cru voir un élément qui a été cité à un moment, c'était M. Randin a dit, nous on envoie des jeunes qu'une fois dans un village et pas de manière continue pour voilà. Est-ce que ça c'est pas déjà un critère qui est intéressant d'observer? Est-ce qu'il y a, comme dans les orphelinats, qui sont dépendants aux gens qui viennent en continu? Est-ce que c'est déjà un premier paramètre? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont assez objectifs comme ça pour se dire ça c'est peut-être quelque chose de plus réfléchi, là c'est plus du business? Moi peut-être je prends la parole par rapport à ça. Je pense que la première chose c'est, par rapport au volontariat plutôt, hein, le touriste on peut aller, oui. C'est égal, mais par rapport au volontariat, je pense qu'il y a une grosse différence entre des structures commerciales et des structures à but non lucratif. Après je pense qu'il faut aussi faire attention que souvent dans le domaine de l'aide, on se dit de toute façon c'est tout bien, tout nickel et tout, mais on n'est pas dans un monde de bisounours, donc il faut aussi être prudent. Et puis effectivement, regardez, ça a été dit sur place, je pense que suivant où on va, il faut poser des questions, il faut être critique, il faut se dire est-ce que ce que je vois c'est bien. Moi a priori je me méfierais de partir directement dans un pays comme ça, puis se dire je verrai bien où je tombe, et puis si je trouve une bonne structure, j'y vais. Moi, je pense qu'il faut mieux se préparer ici et puis être sûr de la destination où on va. Et là, comme on l'a vu dans des sites touristiques, il y a beaucoup d'arnaques, que ce soit des petites arnaques pickpocket, mais aussi des arnaques aux volontaires. Donc, faites attention à ça. Et, de nouveau, se préparer, c'est aussi être sûr de la destination où on va. De toute façon, je pense que c'est une thématique qui est très très à la mode, donc n'importe qui tape tout ce genre de tourisme, et puis les gens parlent beaucoup, donc si on veut en général les mauvaises informations, elles circulent bien, donc puis après, je sais pas, juste la nature de ce que vous allez voir sur internet, quoi. Il y a tellement de choses où on vous dit allez apprendre le français une semaine dans des enfants, auprès d'enfants au Burkina Faso, flexibilité totale, pas de compétences requises, on ne vous demande pas votre casier judiciaire.
Bah, je veux dire... Le bon sens, quoi. Ouais. Ben, je sais pas, ouais. Et nous, alors, nous, on a développé des critères, justement, qui sont plus des choses qui doivent, justement, c'est des red lights, quoi. C'est genre, ça, attention, ça, attention, ça, attention. Et nous, à Friends International, on va même presque un pas plus loin, c'est que nous, on recommande aux gens qui veulent faire du volontariat de ne pas travailler directement avec les enfants. Parce qu'on estime que les enfants doivent être pris en charge par du personnel local qui parle la langue et pas par des personnes qui sont de passage. Par contre, si c'est la protection, si c'est l'enfance qui vous intéresse, vous pouvez aller faire du volontariat dans des structures en apportant justement une compétence. Est-ce que vous savez faire des sites internet? Est-ce que vous êtes un pro de la communication? Est-ce que vous êtes un pro du fundraising? Est-ce que vous pouvez aider l'organisation à mettre en place une stratégie pour je ne sais quoi? Mais c'est pas vous qui êtes au contact direct des enfants, qui les voyez le matin, l'après-midi et le soir. Parce que juste, c'est pas... Enfin, pour eux, ça ne rapporte rien, quoi. Par contre, voilà, former le personnel local, le renforcer, etc. etc. Donc il y a plein de trucs. Moi, j'ai une question qui me travaille depuis assez longtemps concernant le tourisme, c'est justement l'asymétrie qu'il y a entre le touriste blanc occidental qui peut se permettre un voyage d'agrément, on dira, et puis les populations du Sud qui, dans leur majorité, ne peuvent pas se déplacer. Ou alors, quand ils se déplacent, c'est pour traverser la Méditerranée en canoë. Donc, moi, j'aimerais savoir comment vous positionnez par rapport à ça. Est-ce que ça pose pas un problème, ce pouvoir? Parce que même si on en est conscient, même si on travaille sur ces relations de pouvoir, on est quand même toujours dépositaire d'un certain pouvoir parce qu'on vient d'Occident, parce que même si on est un simple employé ici, on a un gros pouvoir déjà économique vis-à-vis des gens qu'on rencontre. Voilà, donc c'est ma question. Oui, et en même temps, enfin, je crois qu'on ne peut pas ne pas reconnaître que le tourisme, je vous entends, hein, parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde vit, on le vit tous. Quand on arrive dans ces pays, malgré tout, on vit ça. En même temps, le tourisme est quand même un facteur de développement. Enfin, je veux dire, on arrête de... Alors quoi? Enfin, je veux dire, si aujourd'hui plus personne va au Cambodge, ça va être là... Donc, et je pense aussi que c'est des considérations complètement occidentales. Et c'est là où je vous rejoins quand vous dites, mais les jeunes qui sont là-bas, qui ont 17 ans, qui ont 18 ans, qui ont 19 ans, qui sont la jeune génération du Mali, ou les jeunes Cambodgiens qui sont entrepreneurs, etc., eux, ils ne sont pas du tout dans des... Enfin, je pense pas qu'ils soient, eux, dans des considérations... eux, ils veulent qu'on vienne, qu'on dépense, qu'on achète, eux, ils veulent de l'argent. Ils veulent qu'on contribue à ça. Et je pense que nous, on a un fardeau de je suis blanc, j'ai plus de pouvoir, j'ai l'impresration aussi que c'est quelque chose... C'est pas qu'un fardeau, c'est une réalité. C'est une réalité, mais je pense que ouais, enfin, je pense quand même qu'il y a un décalage parfois entre ce qui est ressenti par... et notamment par la jeune génération, parce qu'au Cambodge, c'est flagrant, quand la jeune génération elle est debout, quoi. Elle est vraiment debout, elle a envie d'apprendre, c'est des entrepreneurs, donc je suis pas sûre qu'ils aient les mêmes... Non, c'est pas que je pense qu'ils aient les mêmes craintes, mais je veux dire que c'est quand même une partie de cette relation, c'est dans ce sens-là. Relation nord-sud, ça reste relation nord-sud. Mais le débat, il va plus loin, c'est même la vision de l'économie ou de l'argent sur le monde, et finalement ce tourisme-là, c'est une sorte de vision de consommer, donc d'utiliser de l'argent dans le monde. Et la réflexion, c'est est-ce que c'est la bonne vision? Et je pense que peut-être que l'intérêt, c'est d'aller vers des gens qui ont comme priorité autre chose que l'argent. Et peut-être ça, c'est une remise en question. C'est est-ce que le voyage d'aller à l'autre bout du monde en avion et de payer cher et de dépenser sur place des hôtels qui coûtent cher, est-ce que c'est ça la vraie manière de voyager? Est-ce que finalement voyager, c'est pas aller dans la forêt pas loin de chez nous et puis de découvrir une autre manière de vivre? Alors voilà, là on parle pas de ça, mais ça c'est des réflexions assez fondamentales, et je pense que, alors moi je rejoins un petit peu, nous en tant que riches et personnes formées, on a le luxe de pouvoir se poser ces questions-là. Dans des pays où les jeunes ils n'ont pas de chance d'avoir du travail comme ça, ces questions elles émergent assez rarement.
Et puis finalement, les jeunes, leur vision maintenant, c'est aussi une vision mondialisée, c'est comment gagner de l'argent, comment faire comme, pas forcément les blancs, mais comme les riches qui pourraient voyager. Mais ça, c'est des grosses questions. Pas la réponse. Non, voilà, donc, on a déjà bien avancé. Moi, je rejoins quand même bien la réflexion qui me plaît, et c'est vrai aussi pourquoi les Africains ne peuvent pas faire les touristes. Ouais, exactement. Et puis pourquoi ça arrange tout le monde finalement, qu'ils ne puissent pas bouger et que pour avoir un visa c'est la fin du monde. Donc peut-être que aussi, le jour où tout le monde va circuler librement, ben, on ne parlera plus de tourisme. Non, mais j'ai encore trois questions concernant le tourisme. C'est qu'en fait, il ne faut pas oublier que les Chinois voyagent, les Indiens voyagent, les Américains voyagent. Non, mais juste qu'il faut quand même faire un peu attention, il n'y a pas seulement que les Blancs qui voyagent. Et c'est vrai, moi je suis juste je partage assez l'avis qu'il y a une classe moyenne qui s'est développée dans tous les pays. Là, on parle beaucoup de l'Afrique rurale, etc. Bon, il y a une Afrique urbaine et il y a plus de gens dans les villes en Afrique que dans les campagnes. Donc il faudrait juste faire un peu attention, pas décaler complètement le débat, parce que c'est vrai que vous avez raison, depuis 20 ans, que ce soit le tourisme, en tout cas les sociétés se sont développées, et je pense qu'à quelque part, les Chinois et les Indiens auront plus d'influence sur l'Afrique que le papa français, par exemple. Hein. Donc je pense qu'il faut prendre en considération ces questions-là qui sont extrêmement importantes sur le développement aussi des migrations de manière générale. On a une question là encore, puis avant. Puis après on en prendra peut-être encore une là. Puis... Ouais, on a parlé plusieurs fois pendant la présentation d'écologie et d'environnement. C'est marqué sur le prospectus que 5% des émissions de CO2 sont imputables au tourisme. Et je me demandais à quel point on peut défendre le fait de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. Est-ce qu'on ne le fait pas plus pour soi, parce qu'évidemment on va sûrement vivre une expérience enrichissante, mais est-ce qu'on doit vraiment encourager ça? Là, vous parlez du tourisme pur, aller faire des vacances, ou de partir à l'étranger pour aller aider? De tout le tourisme, je pense. On décide de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, autant que ça a un impact positif et que les gens qui ont envie de voyager fassent quelque chose de positif. Mais est-ce que prendre l'avion est défendable d'un point de vue écologique? On peut prendre une année sabbatique et voyager à vélo. Voilà. Non, mais ça serait un aller-retour sur une année, EasyJet, c'est 500... Ça c'est clair, ouais, l'avion c'est le plus grand consommateur de CO2. On sait qu'en allant à l'autre bout du monde, c'est... Nous, on a ce gros débat en fait. Finalement, on parle de projets d'écologie, on envoie des groupes au sud avec des émissions de CO2 importantes. C'est vrai, enfin, voilà, on se pose la question. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Maintenant, enfin, juste par rapport à ça, ce que nous on constate, c'est que les gens ils voyagent monstre beaucoup. Ouais. Et puis, s'ils ne faisaient pas ce voyage-là parce qu'on propose autre chose, ils en feraient un autre. Donc il y a des habitudes comme ça. Je pense que, de nouveau, c'est bien d'aborder la question, c'est bien d'en parler. Moi, je serais le premier à essayer d'inciter les gens à voyager beaucoup plus proche de chez soi, de découvrir des choses finalement toutes proches, peut-être même chez son voisin ou comme ça, des relations de personnes. Mais enfin, voilà, il y a des habitudes qui se prennent. Et puis de nouveau, je rejoins ce que je disais avant, le monde économique, l'argent commande tellement beaucoup de choses maintenant que finalement on est incité à dépenser et à dépenser avec l'avion par exemple. Je vous propose une dernière question, puis après, j'espère que vous restez pour l'apéro, ce qui permettra de continuer peut-être les discussions entre moins de personnes en petits groupes. Donc voilà, une dernière question. Merci. Bonsoir. J'ai juste une petite remarque. Vous avez parlé de l'action humanitaire de l'Europe vers les pays qu'on dit en voie de développement. Mais il faut savoir que dans ces pays, les populations ont déjà aussi organisent aussi des actions humanitaires. Je pense notamment aux travailleurs maliens qui sont installés en France, dans les foyers Sonacotra, qui se cotisent pour envoyer régulièrement du riz, de la nourriture, des vêtements dans les villages pour aider leurs proches. La question c'est est-ce que vous avez eu contact avec ces structures qui pourraient quelque part bénéficier aussi du savoir-faire que vous apportez? Voilà, oui, c'est vrai qu'on a oublié de parler de la diaspora qui est très importante.
Oui, je connais bien donc cette diaspora-là, d'autant plus que les Maliens sur Paris, ils sont très 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 nombreux et ils font beaucoup de projets. Comme vous dites, ils envoient beaucoup d'argent et ils développent vraiment en général évidemment leur village. D'ailleurs, en parlant du tourisme responsable et durable, pour partir et revenir un peu, on peut faire du tourisme responsable ici en Europe aussi, parce qu'a été développé justement à Paris ces espèces de guides qui vous fait visiter leur communauté. Donc finalement, on ne doit pas aller jusqu'en fin fond de la brousse. Alors, je ne dis pas qu'on vit ici comme en brousse, mais je veux dire l'idée de se connaître, savoir ce qu'on vit. Et comme vous dites, les foyers Sonacotra, là, voilà, c'est pas vraiment... Il y a aussi, le Mali aussi notre politique, c'est-à-dire que quand il y a des expulsions, il ne reconnaît jamais les expulsés parce qu'il se dit qu'il vaut mieux qu'ils restent en Europe parce qu'il y a peu qui vont envoyer. Il y a même un ministère qui gère la manne, cette fameuse manne financière. Très bien. Bon, on va pas faire de conclusion, je pense, parce que ce serait trop difficile. Mais on a tous retenu les idées qu'il fallait. Je vous demanderais juste peut-être de plier votre chaise et de la mettre dans un bord pour qu'on puisse circuler par là. Voilà. Merci à tout le monde. Merci.